J'observe et je photographie le ciel depuis une trentaine d'années. Pour m'approcher au plus près des étoiles, il a fallu m'éloigner de la civilisation comme mes amis astronomes. Ces voyages m'ont fait découvrir la diversité d'une planète singulière, perdue dans l'immensité du ciel, la Terre. Ce sont ces hauts lieux de l'astronomie que je vais vous emmener découvrir. Nous sommes dans la baie de Fundy, dans l'état du Nouveau-Brunswick, au Canada. C'est une des régions du monde où l'on peut observer les plus grandes marées. Le phénomène auquel nous assistons en ce moment est particulièrement rare. Quand le niveau de la mer est supérieur à celui de la rivière, ça provoque ces impressionnantes chutes d'eau. Mais dans quelques heures, quand le courant va s'inverser, la chute d'eau va couler dans l'autre sens. Ce phénomène, c'est une chute d'eau réversible, reversing falls, comme on l'appelle ici. Cette énergie des marées vient du ciel, et plus particulièrement de la force qui unit la Terre et son satellite la Lune, sans oublier le Soleil qui participe au phénomène. Dans l'univers, tous les corps s'attirent. Cette force, qu'on appelle la gravité, dépend de la masse et de la distance entre les objets célestes. Si presque toutes les planètes de notre système solaire ont des satellites, Mars en a 2, Neptune 14, Saturne 62, Jupiter 67, la taille de ces satellites reste minuscule en comparaison de leurs planètes. Ce qui fait la singularité du couple formé par la Terre et son satellite, c'est que la Lune est seulement 4 fois plus petite que la Terre. Ce couple céleste est un objet unique dans notre système solaire. Pour comprendre comment la Lune agit sur notre planète la Terre, je vais au rythme des marées parcourir la baie de Fundy. Du mascaret de la rivière de Moncton jusqu'à son embouchure, la baie de Fundy est un bassin en forme d'entonnoir de 270 km de long et près de 100 km de large. Je me rends dans l'embouchure, au niveau de St Andrews, au service hydrographique du Canada. C'est Suzanne Haig qui m'accueille. Elle s'est spécialisée dans la physique des océans. Je profite d'une mission en mer pour embarquer à bord d'un bateau du laboratoire. À l'aide du matériel chargé à bord, nous allons faire des relevés qui contribuent notamment à l'élaboration de la cartographie des océans et à l'étude de leur dynamique. Là, ce qu'on mesure, c'est la vitesse et le sens du courant à 1 mètre de la surface. Et sous cette bouée là-bas, un gros appareil mesure le courant à 5 mètres de profondeur. Ce flotteur va dériver avec la marée montante et ceux-là, un peu plus loin, vont être emportés dans la direction opposée. On en a mis 5 de ce côté, 5 de l'autre, et ils vont se séparer tout doucement. Ah d'accord. À cause des deux courants. Des courants antagonistes s'affrontent autour des îles et peuvent provoquer de spectaculaires manifestations. Ici, nous sommes dans une zone qui s'appelle Also. Si on a la chance d'être là au bon moment, on peut y observer les plus grands tourbillons au monde, dont le diamètre atteint parfois 76 mètres. Il y a aussi ces petits tourbillons qu'on appelle queue de cochon et qui sont très fréquents ici. C'est la marée qui apporte les forts courants marins dans la baie.
Ils se faufilent entre les îles de Deer Island et Indian Island avant de virer brutalement vers la droite pour rejoindre ensuite le passage de l'ouest. Nous sommes dans une zone où le relief des fonds marins est accidenté, avec plusieurs fosses profondes et une montagne sous-marine. Et tous ces éléments combinés sont à l'origine du maelstrom. Ce qui est amusant pour moi qui est astronome, c'est l'universalité des phénomènes. Parce que tu parles de tourbillons, on les voit bien se former ici sur la mer, mais dans le ciel, on a aussi énormément de tourbillons. C'est les galaxies qui se comportent aussi comme des fluides et qui ont exactement la même forme. À chaque marée, 110 milliards de tonnes d'eau se déplacent. L'énergie qui en résulte est équivalente à la production de 250 centrales nucléaires. Depuis une trentaine d'années, cette énergie marémotrice est exploitée dans la baie et aujourd'hui, de nouveaux projets sont en développement. Des hydroliennes vont être installées sur le fond marin. C'est la gravité qui est à l'origine de ce déchaînement d'énergie. La Lune exerce sur la Terre la force de gravité responsable de la montée des eaux de nos océans. Un renflement, ou bourrelet, se forme en direction de la Lune. Néanmoins, une deuxième force s'exerce sur la Terre. Pour l'expliquer, il faut considérer le couple Terre-Lune, qui tourne sur lui-même autour d'un point décalé par rapport au centre de la Terre. Cette rotation engendre une force centrifuge à l'origine d'un deuxième bourrelet, donc d'une deuxième marée à l'opposé de la Lune. La Terre tourne en 24 heures sur elle-même, donc une région du globe rencontre successivement chacun de ces bourrelets, et c'est la raison pour laquelle il y a 2 marées par jour. On pourrait intuitivement penser que ces forces ne s'appliquent qu'aux océans, mais elles influencent aussi la croûte terrestre. La Terre n'est pas un bloc solide. Elle réagit aussi à l'attraction lunaire et peut se déformer de 40 cm au rythme des marées. Un phénomène imperceptible sur l'étendue du globe. C'est quoi ce couloir, Suzanne? C'est juste un passage qui permet de se protéger des éléments, surtout quand il neige ou qu'il pleut. Suzanne, c'est ici que vous analysez les données des bouées que vous lancez dans la baie de Fundy pour étudier les courants, comme celle qu'on a lancée ce matin par exemple. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette baie de Fundy? Pourquoi les marées sont si gigantesques? La baie de Fundy est réputée pour accueillir parmi les plus fortes marées de la planète. Là où la baie est la plus étroite, les marées atteignent aisément une hauteur de 16 mètres. Et à certaines périodes, ça va même au-delà de 16 mètres. Ce qui amplifie la marée, c'est l'effet de résonance. Dans le cas de la baie de Fundy, la meilleure image qui me vient à l'esprit, c'est celle de la baignoire pleine à ras-bord. Si vous perturbez la masse d'eau, un mouvement d'aller-retour va se créer. Ce sont des oscillations naturelles dont l'amplitude dépendra de la largeur, de la longueur et de la profondeur de la baignoire. Si vous amplifiez mécaniquement l'oscillation de l'eau dans la baignoire, avec la main par exemple, elle finit par déborder. C'est ça en gros l'effet de résonance. Et c'est ce qui se passe ici. La baie de Fundy et le golfe du Maine fonctionnent ensemble et ont une périodicité de résonance naturelle de 13h30, alors que les marées, elles, ont lieu toutes les 12h42. C'est ça qui produit une résonance aussi forte dans la zone. En Méditerranée, il n'y a pratiquement pas de marée. En Europe, la marée est haute au niveau des côtes bretonnes, par exemple. À quoi c'est dû ces différences très très importantes? Le principe des bourrelets, en pratique, ça ne fonctionne pas. C'est une théorie qui part du postulat que la Terre serait totalement recouverte d'eau. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des terres, des continents, et la masse d'eau les contourne. Tout ça crée de la friction. Sur Terre, ce sont en fait les reliefs sous-marins, ainsi que la forme des côtes et des baies, qui déterminent les différences d'amplitude et de fréquence des marées. C'est la raison pour laquelle on observe une amplitude des marées aussi importante dans la baie de Fundy, et pas à d'autres endroits du monde. Plus au nord de la baie, dans le port d'Alma, les bateaux des pêcheurs de homards sont à la cale 2 fois par jour. Ici, la vie des hommes s'organise au rythme de l'attraction lunaire.
Le site d'Hopewell Rock, situé au nord de la baie, avec ses rochers creusés par l'érosion, témoigne de la force des marées. L'eau chargée de limon prend une couleur brune. Ces monolithes en forme de vase, dont le sommet est comme un bouquet de forêt, sont baptisés pots de fleurs par les Canadiens. Le biologiste Alain Clavette connaît la baie comme sa poche. Et au détour d'une de ses sculptures de grès, il me présente une amie guide travaillant sur le site. Salut, comment ça va? Ça va bien. On est à marée basse, mais j'ai l'impression que faut pas qu'on reste trop longtemps, non? On va être noyé, c'est ça? Bien, c'est sûr que nos plus hautes marées, finalement, si vous regardez la hauteur ici du sablier, vous voyez le rebord du sablier, c'est notre plus haute à 14 mètres. Où est-ce que c'est le plus érodé dans les parois, c'est 12 mètres la moyenne, et la plus basse, finalement, c'est à peu près 10 mètres. Donc, au marais de Vivo, ici, on aurait de l'eau par-dessus Ah oui, la tête. par-dessus là. la tête. Beaucoup. Sauf qu'on ne s'est jamais mesuré d'où est-ce qu'on est debout. C'est mesuré à partir de la marée la plus basse à son plus bas qui reste dans le chenal. Marée de Vivo, hein, on est d'accord, c'est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, et l'attraction est la plus forte, donc la marée monte le plus haut. Hein. Oui, donc nouvelle lune ou pleine lune, on a nos plus hautes marées. La force des marées change en fonction des phases de la Lune, c'est-à-dire de la position de celle-ci par rapport à la Terre et au Soleil. Quand les trois corps sont alignés, les forces s'additionnent et créent des marées dites de vives eaux plus importantes. Au premier et au dernier quartier, les forces de gravité de la Lune et du Soleil sont perpendiculaires. Elles se contrarient. Les marées sont donc plus faibles, ce sont les marées de mortes eaux. Dans l'année, les marées les plus fortes se produisent au printemps et à l'automne, aux équinoxes. Durant l'équinoxe, la force de gravité du Soleil s'applique perpendiculairement à l'axe de rotation de la Terre. Et lorsque la Lune vient s'aligner entre la Terre et le Soleil, on assiste aux grandes marées d'équinoxe. Alain profite de la marée basse pour m'expliquer le rôle de la Lune et des marées dans cet écosystème unique. Et là, on a les vasières. Tu vois bien l'étendue de ces vasières-là. De la boue, donc du limon accumulé sur des kilomètres carrés. Tu vois les cours d'eau? Oui. Ça fait des dessins, on dirait presque de l'art, sur les vasières. Ou un réseau sanguin, on a l'impression que le rivage est vivant, en fait. Oui, c'est une belle analogie, oui. Ah, c'est extraordinaire. Parce que dans le fond, tu sais, la vasière, elle est vivante. Oui. C'est incroyable de penser qu'à cause de l'attraction de la Lune, tout ce territoire-là va être enseveli sous l'eau dans environ 6 à 8 heures. Mais cette énergie que prodigue la Lune à la Terre, ça a un prix aussi pour la Lune. C'est-à-dire que l'attraction de la Terre agit sur la Lune. Et oui, parce que nous, on dit toujours la Lune, il y a l'attraction de la Lune, mais en fait, c'est les deux corps célestes, ça tire un l'autre, n'est-ce pas? Absolument. Sauf que la Terre est 80 fois plus massive que la Lune. Donc tu imagines s'il y avait des mers sur la Lune, il y aurait des marées plus grosses que la baie de Fundy. Ah, beaucoup plus grosses. Dans ces marais salés-là, il va y avoir de très, très grande productivité biologique. C'est le début de la chaîne alimentaire, en fait. Il faut penser que la mer, avec les marées, grâce à la Lune, amène des nutriments qui vont se régénérer, qui vont se recycler dans le marais salé. Et ça va retourner du côté de l'océan, dans la chaîne alimentaire. On constate la richesse biologique de la baie dans la zone aquarium, comme on l'appelle ici, où l'eau redevient turquoise. Dans ces eaux profondes, au niveau de l'embouchure, on observe des grands mammifères marins, comme les cétacés ou les phoques. Les oiseaux migrateurs passent par la baie de Fundy pour reprendre des forces avant leur long périple. C'est le cas des bécassos semi-palmés qui viennent se nourrir des petits organismes de la vasière. Oui, mais il faut que tes bottes soient constamment en mouvement. Ah oui, ça, Parce que si tu restes arrêté, je vois tu ça, vas avoir là. un effet de succion assez important. Oui. Mais tu vois déjà les trous un peu partout. Mais il y en a partout. Il y a une vingtaine d'espèces d'invertébrés comme sourneurs dans cette vase-là. Je vais prendre un gâteau de vasière.
On veut pas... Oh, regarde le gros mâle ici. C'est une vraie crevette, hein? C'est ça, des petites crevettes miniatures. Et dans un mètre carré de vasière, on estime qu'il y a environ 16 à 20 000 de ces petites crevettes-là. Ah oui, donc en tout, c'est une population de milliards Des d'individus. milliards, des milliards. Ouais, c'est Et ça. on parle d'un des invertébrés. Il y en a environ une vingtaine d'espèces qui vont vivre dans la vasière. Mais c'est le plus important pour le bécasseau semi-palmé. Ah, c'est ça, les oiseaux sont attirés. Tu peux être certain que lorsque la marée se retirait, les bécasseaux suivaient la ligne de marée. Et là, présentement, ben, la marée... Oh, regarde derrière, regarde. regardez. Oh! Superbe! Ah, c'est magnifique. Alors, tu vois, ils sont là, les bécasseaux. Ils sont simplement sur la vasière. Et là, à mesure que la mer remonte, eh bien, cette ligne de marée-là les repousse sur la plage. Ils vont plus avoir accès à la vasière bientôt. Ils auront accès simplement au sable et au gravier. Et là, ce sera le temps de se reposer parce que le restaurant sera fermé pour eux. Il y a 4 milliards d'années, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre et les marées 10 fois plus puissantes. J'essaie d'imaginer le déchaînement des éléments. Les rivages de la Terre perpétuellement battus par les eaux. Le couple Terre-Lune échangeant leurs forces gravitationnelles. À cette époque, la vie apparaît sur notre planète. Nous attendons la marée haute pour photographier les bécasseaux semi-palmés sur leur zone de repos où ils sont plus faciles à approcher. C'est une occasion unique. Ils ne sont là que le temps de leur migration au rythme des saisons. Quand on parle des saisons sur Terre, on en revient encore à la Lune, hein, puisque sans la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre par la Lune, notre planète serait en permanence, comme les autres planètes du système solaire, en train de balancer sur elle-même. On n'aurait pas donc de saison définie. Et non, on n'aurait pas de saison définie et probablement des endroits comme la baie de Fundy ne pourraient pas exister. Et vraiment, on nous demande souvent qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un bécasso sait que c'est le temps de s'en aller de l'Arctique canadien. Bien, c'est la photopériode. C'est la durée de la nuit, donc durée de la présence de la Lune, qui va faire en sorte que l'oiseau sait que, bon, là, maintenant, c'est le temps. C'est le temps de partir. La baie de Fundy. Oh, regarde, ça s'en va. Ah, c'est absolument magnifique. Regarde-moi cette tente. C'est ça, le fameux balai aérien des bécassos de la baie de Fundy. Le parc national de Fundy est aussi un lieu apprécié des astronomes amateurs. Ce sont à la fois des amoureux de la baie et de la Lune. Je vais partager avec eux une soirée d'observation. Ils peuvent parfois être très nombreux à venir ici. C'est vraiment bien ici. Ouais. Surtout, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière? Pas de lumière. Le parc a même tout fermé des lumières pour nous autres ici. Ça vaut vraiment la peine. Ce qui est paradoxal avec la Lune, c'est qu'on a l'impression qu'elle est toujours identique. Toujours. Mais en fait, l'éclairage du Soleil change perpétuellement. Elle tourne un petit peu sur elle-même. Oui. Donc les cratères se ressemblent jamais. Ces soirées servent à échanger des informations sur les techniques d'observation. La brume est très présente ici. Pourtant, quand la baie de Fundy décide de livrer la Lune à leur télescope, les spécialistes s'en donnent à cœur joie. Parmi ces astronomes, Don Kelly fait figure de vétéran. Il vient ici depuis des années. Copernic, c'est ce magnifique cratère ici. Il est presque au centre de l'océan des tempêtes. On a les cratères Copernic, Kepler, Aristarque. Et certaines de ces zones sont très brillantes et reflètent énormément la lumière du Soleil. Les cratères sont le fruit d'impacts assez récents à la surface du satellite. Quand je parle de récent, c'est de l'ordre de plusieurs millions d'années.
John Spray est planétologue. Lui connaît tous les secrets de notre satellite. Comment ça a commencé tout ça? Parce que le système solaire a quoi, 4 milliards et demi d'années à peu près? Nous avons aujourd'hui assez d'éléments qui nous permettent de dire que le système solaire serait né il y a environ 4 milliards et 600 millions d'années. Ce qui est étrange, c'est que nos calculs nous indiquent aussi que la Terre serait un tout petit peu plus jeune que cela, et la Lune également. La théorie la plus courante pour expliquer l'origine de la Lune serait celle d'une collision entre la Terre et une planète naine d'environ la moitié du diamètre de la Terre. Cette collision aurait eu lieu environ une centaine de millions d'années après la formation de ce qu'on appelle la prototerre. La planète naine se serait en partie greffée à la Terre après l'impact et aurait propulsé des débris vers l'espace. D'après moi, une partie de ces débris projetés à grande vitesse a dû se perdre dans les confins du système solaire. Mais le champ gravitationnel de la Terre a dû en retenir certains, qui ont d'abord formé un anneau autour de la nouvelle Terre, avant de s'agréger pour former le satellite que nous appelons la Lune. Ce scénario a été validé au cours du programme Apollo, durant lequel les astronautes ont prélevé des échantillons de Lune. Des minéraux qu'on retrouve dans le manteau terrestre. Cet échantillon, par exemple, provient des montagnes lunaires. Il nous donne beaucoup d'indices sur la composition de la Lune. Nous appelons ces morceaux des orthosodulaires, ou encore pierres de lune. Ce sont les pierres les plus communes à la surface de notre satellite. Et elles ne sont pas rares non plus sur Terre. L'étude de ces échantillons nous aide à comprendre ce qui compose en majorité la croûte lunaire, comparée à la croûte terrestre. C'est quoi la différence entre ce morceau de roche et le sol lunaire qui a l'air très très poussiéreux, on dirait du sable? Oui, en effet, la majeure partie du sol lunaire est recouverte de ce qu'on appelle le régolithe. C'est plus fin que du sable et c'est en fait de la pierre pilée sous la force d'impacts répétés. Des millions et des millions de corps célestes se sont écrasés durant des milliards et des milliards d'années à la surface de la Lune, broyant la croûte lunaire pour donner cette poudre aussi fine que de la farine. Et cette farine recouvre quasiment toute la surface de notre satellite. Quand les astronautes ont marché sur la Lune, ils ont laissé des empreintes très nettes qui y sont toujours au moment où je vous parle. D'ailleurs, les hommes de la mission Apollo craignaient au départ de s'enfoncer dans le sol, de s'enliser et de ne pas pouvoir mener leur mission à bien. Il a fallu de longues heures de réflexion et de calcul pour déterminer si le sol lunaire était assez solide pour y poser un appareil et s'y déplacer. C'était un souci majeur à l'époque. Je suis en train de réaliser que je tiens un morceau de lune dans la main, là. Oui, j'adore mon métier pour ça. Je travaille sur ces pierres et à la fin de la journée, quand je lève les yeux au ciel et que je regarde la Lune, je me dis, j'ai un morceau de Lune dans mon labo et je travaille dessus. Et ça, c'est formidable. Les astronomes, depuis une vingtaine d'années, cherchent dans l'univers des planètes sœurs de la Terre, qui pourraient, comme elle, accueillir des formes de vie. C'est en prenant de la hauteur, en contemplant de loin la Terre et la Lune, que l'on réalise vraiment la singularité de cette symbiose. Je me demande si de tels couples célestes se sont souvent formés parmi les 1000 milliards de planètes de la galaxie. Ce n'est pas sûr. Et si nous vivions non pas sur un astre cloné à l'infini, mais sur un joyau céleste, miraculeusement rare?